Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Canal 2 Info. Eh bien, c'est la matinale de l'information qui reprend du service. L'actualité brûlante sur le continent et même en dehors sera traitée pendant les 45 prochaines minutes. Divine Happy, Fallon Tunia, Junior Osenime Moukoko, Patrick Christian Dobov vont donner du contenu à cette autre tranche d'antenne. Nous allons commencer par dire bonjour. Ce sont les civilités habituelles. Bonjour Christian Dobov, merci d'être venu sur le plateau ce matin. Bonjour Monique. Bien dormi? Bien dormi Monique, c'est un plaisir renouvelé. Et surtout de savoir que nous apportons, autant que cela est possible, un peu de compréhension à quelques sujets d'actualité à nos téléspectateurs. D'accord. Eh bien, nous allons nous rendre tout droit en République centrafricaine. Nous revenons sur l'actualité relevant sur les viols d'enfants par les casques bleus de l'ONU. On se souvient que le lanceur de l'alerte irrelative, Andes Campas, a démissionné. Oui, effectivement, Campas a démissionné. Il avait été finalement remarqué comme celui qui avait facilité la fuite des informations du rapport, n'est-ce pas, sur ces viols d'enfants, des enfants de 8, 9 ans et bien plus, par des soldats des différentes missions en République centrafricaine, casque bleu, comme soldats français d'ailleurs, et on avait constaté dans ces rapports justement qu'il y avait des viols, des actes sur mineurs, des rapports sexuels contre finalement des denrées alimentaires. C'était des actes quand même assez graves. Et il avait d'abord été accusé par les Nations Unies, mis en quarantaine, et puis blanchi finalement en 2015. Oui. Il avait été restauré dans ses fonctions. Mais voilà, il démissionne parce qu'il estime qu'il règne comme une espèce d'impunité au niveau des Nations Unies face à des faits aussi graves que cela. Et que l'attitude qui consisterait à vouloir démontrer que c'est plutôt les pays dont sont originaires ces casques bleus qui ne coopèrent pas suffisamment pour anéantir le fléau, oui, n'est pas véritablement celle qu'il faut mettre en avant. Pour lui, il estime qu'il y a une espèce d'impunité au sein des Nations Unies et que l'Organisation internationale, en tout cas des Nations Unies, ne prend pas suffisamment ses responsabilités dans ces situations-là. Voilà donc la raison fondamentale de la démission de Campas, qui estime qu'il ne peut pas travailler moralement tranquille dans ces conditions-là. Et d'où le choix de démissionner finalement. Un choix qui, dit-il, était fait depuis longtemps, mais il espérait un changement de paradigme de la part des Nations Unies, oui, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Et voilà, finalement, il s'est donc résolu à lâcher du lest. D'accord. François Hollande, le président français, avait dit qu'il va prendre des mesures vraiment dissuasives. Il va prendre les taureaux par les cornes. On se souvient qu'il y a quelque temps déjà, il a démis de leurs fonctions les soldats français qui étaient impliqués dans ce viol. Cela ne suffit pas justement à faire justice à ces mineurs qui ont été violés, qui ont été exploités compte tenu de leur situation précaire. Oui, ce qui est surtout dramatique dans cette situation-là, c'est l'exploitation de la vulnérabilité des personnes, et encore des personnes mineures. C'est très grave, et quand on s'imagine que les missions onusiennes ou bien françaises en République centrafricaine étaient là surtout pour apporter du réconfort, protéger les populations et sécuriser le pays, on a bien de questions à se poser. On s'en posait déjà sur ce plateau il y a quelques mois, oui, autour de la réussite de ces missions qui leur étaient assignées, ce qui ne semble pas être effectif, cette réussite-là. Et, à contrario, on a des scandales comme cela. Les actions du président français que vous énumérez sont considérées pour bon nombre d'analyses comme une espèce de poudrière sur les yeux. C'est une espèce de diversion parce qu'à la vérité, ce n'est pas la mesure de l'infraction. Le mal est plus profond que cela. Et au-delà de la République centrafricaine, il y a un véritable malaise au sein des missions des Nations Unies où on a souvent constaté des dérives de ce genre. Il est question de creuser le mal en profondeur, de prendre des mesures radicales et de se rassurer que ces missions qui sont censées apporter la sécurité, le réconfort, ne se transforment pas en désarroi pour les populations pour lesquelles elles sont censées travailler. Ça multiplie d'autres traumatismes. Des traumatismes éventuellement, des séquelles énormes qui auront du mal, en plus des séquelles déjà liées à l'atrocité des guerres, à s'effacer. Parfois, la violence des guerres est comparable, et peut-être même à moindre échelle que ce type de traumatisme, parce que ça vous enlève la dignité et ça vous rend davantage vulnérable et peut-être même psychologiquement amoindri.
Il s'agit généralement des cas de sodomie parce que ça a été pratiqué sur des garçons mineurs. Nous allons rester au bassin du Congo pour évoquer l'actualité relative à la protection du patrimoine forestier. Divine appuie sur ce plateau. Divine, bonjour. Bonjour. Alors, concernant ce sujet, que peut-on en ressortir effectivement ? Eh bien, il faudrait dire que le sujet a été débattu hier dans la capitale politique Yaoundé entre différents experts venus de la sous-région, c'est-à-dire de la RCA, du Gabon, du Congo et bien évidemment des experts camerounais. Il faudrait dire qu'ils sont en train de débattre en ce moment parce que l'atelier s'achève ce jour. Ils sont en train de débattre sur les moyens et des voies afin d'améliorer la gestion durable des sites forestiers du bassin du Congo. Une initiative, bien évidemment, qui est placée sur les commandements du bureau régional multisectoriel de l'Organisation des Nations Unies. D'accord. Dites-nous, Divine, est-ce que les différents sites forestiers jouissent-ils du patrimoine, du qualificatif de patrimoine mondial? Eh bien, il faudrait le dire oui. Il y a certains sites qui jouissent ainsi du qualificatif patrimoine mondial. Nous en avons d'ailleurs la réserve du Dia au Cameroun et le parc national de Manavo-Gunda Saint-Flory en RCA. Et il faudrait dire que le bassin du Congo comprend le plus vaste massif forestier tropical après celui de l'Amazonie. D'accord. Patrick Christian, d'abord je reviens à vous. On parle du plus vaste bassin forestier du monde entier. Il faut dire que ça apporte beaucoup en termes de richesse et en termes de biodiversité en ce qui concerne la protection de l'environnement. Mais il y a un paradoxe à relever. Ce bassin renferme les populations les plus pauvres au monde. Quelle explication? Bon, écoutez, le paradoxe que vous évoquez est tout à fait réel entre les richesses contenues dans ce bassin et le niveau de vie des populations. C'est indéniable. C'est une vérité qu'on n'aurait pas besoin de relever de nouveau. Mais le problème ne réside pas forcément dans ce constat-là, oui, à la base. Le problème réside certainement dans les orientations qui sont faites de l'exploitation, parce que ça n'est pas faute d'exploiter les richesses de ce bassin-là. C'est l'orientation et certainement la redistribution du fruit de ces dons de la nature. Oui. Et plus grave encore, la spoliation de cet espace-là, de ce bassin-là, va entraîne inéluctablement ces pays vers une dépendance. Parce que lorsque ces pays se livrent à l'exploitation frauduleuse, anarchique, non contrôlée, au détriment des populations locales, il va de soi que ces populations n'auront jamais les structures sociales qu'elles auraient pu bénéficier de ces exploitations. Oui. Il va également de soi que ces populations n'auront jamais la capacité en termes de ressources de faire face à leurs problèmes au quotidien. Et le problème se pose donc dans les politiques de gestion et d'entretien de ces forêts qui constituent, Diva vient de le dire, le deuxième poumon de la planète, oui, en termes de réserves forestières, mais aussi en termes d'équilibre de l'écosystème de la planète. Et ça, il faut le remarquer. L'Afrique centrale, notamment réunie au sein de la COMIFAC, essaye de joindre les politiques nationales pour en faire une dans la sous-région. Il y a beaucoup de concertations, beaucoup de discours, beaucoup de projets. Ce n'est pas les projets qui manquent. Et il faut également dire qu'en ce qui concerne l'exploitation forestière dans le bassin du Congo, il y a une loi qui dispose que 10% de l'exploitation forestière, des revenus de l'exploitation forestière doivent être investis dans les problèmes sociaux, construction des routes, des hôpitaux, des écoles, mais à l'évidence, ce n'est pas fait sur le terrain et c'est sous la barbe des personnes qui sont responsables de l'application de cette loi et même de la sanction de ceux qui n'appliquent pas cette loi véritablement. Voilà, vous l'avez pris à l'instant lorsque j'étais en train de développer. Ce ne sont pas les lois qui manquent. Oui. Vous évoquez celle-là. Le plus difficile, c'est leur application. Vous évoquez la corruption, c'est certainement un maillon névralgique, mais l'application des lois, somme toute efficaces, reste le problème majeur. Oui. Et derrière le défaut de l'application des lois, il y a aussi l'exploitation frauduleuse. Cette exploitation frauduleuse, qui donc trouve son noyau dans la corruption que vous citez, oui, met à mal justement
l'intérêt des populations. Et voilà, il faut donc, dans cette dynamique, avoir des politiques, les appliquer, mais aussi des organismes de surveillance et de régulation. De ce côté-là, ça pêche. On a quelques ONG qui se mettent souvent dans la danse, mais de plus en plus, ces ONG aussi font face à un procès de complicité avec certains exploitants véreux. D'accord. Nous allons partir de cette information pour évoquer une autre. On parle de plus en plus de l'épidémie de la grippe aviaire. L'Organisation mondiale de la santé a circonscrit, on a changé le terme épidémie pour parler de foyer, puisque on peut localisé, c'est à Yaoundé, c'est à Bafoussam, c'est dans le sud Cameroun. On ne parle pas encore d'épidémie, mais on parle des foyers. On signale qu'à l'ouest Cameroun, 9000 volailles ont été abattues. Dans le sud Cameroun, 6000. Et cela, justement, a causé un frein à l'économie de la partie de l'ouest Cameroun. 80% de l'économie est constituée de l'activité avicole. Falon Tchounia, vous êtes sur ce plateau. Hier, Jean Kuete a parlé de la grippe aviaire aux parlementaires. Alors, que peut-on retenir comme impact de cette sortie? Bonjour Monique. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. Merci. Oui, bien évidemment, Jean Kuete a parlé de grippe aviaire aux parlementaires hier, mais les parlementaires se sont plutôt sentis déçus au sortir de cette réunion qui avait été convoquée au Palais des Congrès à Yaoundé. Les parlementaires attendaient plutôt que le secrétaire général du comité central du RDPC parle des affaires qui avaient de la priorité, des affaires plus importantes en ligne avec le gouvernement, comme notamment le cadre de la santé en dehors de la grippe aviaire, le système de santé au Cameroun, ainsi que de cette indemnisation de Kribi. Mais c'est plutôt un plaidoyer très, très molle que le secrétaire général Jean Kuete a présenté aux parlementaires. Il s'est plutôt attardé sur la grippe aviaire et les parlementaires ont trouvé que ce n'était pas la priorité du moment, bien que ce soit l'épidémie qui soit en cours au Cameroun. Mais le Cameroun ne fait pas face à sa première crise de grippe aviaire, c'est la deuxième. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore... on n'a pas encore dit que quelqu'un était mort de grippe aviaire. On n'a pas encore annoncé un décès dû à la grippe aviaire. Et ils pensent que le Cameroun, en étant à sa deuxième crise, qui est la grippe aviaire, avait mis sur pied des mesures pour pouvoir gérer cette crise. Ils étaient plutôt déçus de ce plaidoyer et s'attendaient à des sujets plus importants. D'accord. Il faut signaler que Jean Kuete, c'est le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Patrick Christian Domon pourrait également s'interroger pourquoi c'est Jean Kuete qui porte le message, tant entendu qu'il n'est pas parlementaire. Un membre du groupe parlementaire DPC aurait pu prendre sur lui de porter cette doléance au niveau du Parlement camerounais. Ben écoutez, il reste le patron administratif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'est pas membre du gouvernement. Il n'est pas député. Il n'est pas membre du gouvernement. S'il est au Parlement, s'il intervient au Parlement, il a certainement reçu une invitation du bureau du Parlement pour prendre part à ces assises. C'est quand même la première force politique du pays. Et maintenant, l'orientation et le choix de voir Jean Kuete porter ce message au Parlement, il me semble que cela participe d'une démarche interne au RDPC. Vous allez vous imaginer que le parti au pouvoir a certainement un certain nombre d'orientations stratégiques. Maintenant, pourquoi lui? Pourquoi pas un parlementaire ou une autre figure emblématique du parti au pouvoir? Peut-être que dans cette dynamique-là, le parti veut se donner une image beaucoup plus sociale, de proximité avec les questions qui touchent nos compatriotes. Et en ce sens, qui de plus ou de mieux que le patron administratif du parti pour porter la voix lorsque une tribune comme celle-là lui est offerte. On peut le juger ainsi. Et nous sommes dans le jeu politique. Chaque chose qui se passe, chaque pan de la vie quotidienne et sociale doit pouvoir être capitalisé par l'homme politique. Et vous n'allez pas reprocher à Jean Kuete, qui est un homme politique, de surcroît patron administratif du parti au pouvoir, de bénéficier ou alors d'exploiter cette tribune qui lui est offerte pour toucher du doigt ou alors pour parler d'une question qui touche à l'heure actuelle le quotidien des compatriotes. On se serait attendu, Falon Tchounia, que cette sortie de Jean Kuete passa comme une lettre à la poste compte tenu de la position obèse du RDPC dans la constitution du Parlement camerounais, que ce soit à la Chambre basse, que ce soit à la Chambre haute. Les députés n'auraient pas rechigné. J'imagine certainement que ce sont les députés de l'opposition qui ont émis des réserves face à la sortie du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
Bien malheureusement, non, ce n'étaient pas seulement les députés de l'opposition, mais les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils désavouent leur SG. Ils désavouent leur SG. Je dirais maintenant qu'on est dans une république libre où les mentalités changent et les personnes commencent à devenir, les intellectuels commencent à devenir indépendants et trouvent qu'ils ne sont pas obligés de tout accepter. Voilà. Et du moins, ils pensent que l'indemnisation, le problème d'indemnisation de Kribi est plus important que la grippe aviaire. Comme je le disais, le Cameroun n'est pas à sa première n'est pas à sa première épisodie de la grippe aviaire, bien évidemment. Et il y avait déjà un mécanisme mis sur place ou sur pied, déjà pour pouvoir pallier à une deuxième crise. Et aujourd'hui, on sait ce qui se passe du côté de Kribi. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas été indemnisées et qui ont perdu leur logement. Et les députés et les sénateurs s'attendaient à ce que ce sujet soit à l'ordre du jour. Et ils ont été déçus de savoir que on leur parlait de grippe aviaire. Pourtant, la situation était en train d'être gérée. D'accord. Merci beaucoup, Fallon Chounia, de nous concocter, de nous rassembler toujours des informations fraîches du Cameroun. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Monique. Demain, ce sera un autre jour. Vous nous rassurez que vous serez encore avec nous. Demain à la même heure. D'accord. Les téléspectateurs ont pris note et ils vous attendent demain. Patrick Christian Dobo, je reviens à vous avec l'actualité en République démocratique du Congo. Hier, les opposants autour d'Étienne Tshisekedi, le principal leader de l'opposition âgé de 83 ans aujourd'hui, il était à Bruxelles. Il appelle les patriotes à chasser Joseph Kabila du pouvoir. Alors, que peut-on retenir de cette première journée? Oui, comme un signe ou une volonté d'apaisement entre les différentes fractions de l'opposition. Il faut surtout se dire qu'en arrivant à Bruxelles, les opposants à Kabila, pour la plupart réunis dans cette coalition, n'avaient pas un même langage. Il y a des dissensions qui se font ressentir sur les approches de la démarche, finalement, qui devrait être celle retenue pour faire face, n'est-ce pas, au bloc Kabila. On avait aussi quelques suspicions, quelques doutes sur la participation de Moïse Katumbi, n'est-ce pas, l'ancien gouverneur du Katanga, qui actuellement se retrouve en Europe pour des questions de santé. Il n'y a pas pu pas. Vital Kamerhe, lui aussi une autre figure de l'opposition, était là. Étienne Tshisekedi, qui est considéré comme le doyen, n'est-ce pas, des opposants en République démocratique du Congo, il a fait face aux deux précédents présidents, Mobutu et le père Kabila. Il est encore là. On le disait affaibli. On l'a vu en mouvement du côté de Bruxelles, saluant ça et là. En tout cas, se donnant une image d'une personne assez lucide, assez forte. Et dans son discours, il a prêché l'apaisement. L'apaisement qui, d'après Étienne Tshisekedi, serait le facteur idéal pour rassembler les opposants qui ont pour mission commune, vous l'avez dit, chasser celui qu'ils savent. Il n'a pas voulu prononcer le nom de Joseph Kabila, mais tout le monde s'imagine bien que c'est du président Kabila qu'il parle. Maintenant, est-ce qu'on peut se réjouir, au sortir de cette journée de concertation des différentes formations politiques de l'opposition, en tout cas pour l'essentiel, qui se sont retrouvés à Bruxelles, est-ce qu'on peut se réjouir et s'imaginer une véritable machine qui va prendre son élan? Je n'en suis pas certain, parce qu'au regard de ce qui se trame encore, on n'en est qu'aux tractations préliminaires, on pourrait les appeler comme ça. Il y a d'énormes dissensions entre les différentes parties. Certains estiment qu'il faut aller au dialogue, à la concertation nationale initiée par le président Kabila. D'aucuns sont encore radicaux sur la posture du tout ou rien. Émet quand même un bémol. Il est d'une posture tempérée. S'il y a eu un dialogue avec Kabila, il faudrait que ce dialogue-là, justement, soit encadré par la communauté internationale. Alors, laquelle communauté internationale, c'est vrai, était représentée à Bruxelles par le représentant des Nations Unies dans les Grands Lacs. Mais à la vérité, le problème est d'un autre ordre. Le problème est d'un autre ordre. On a la communauté internationale qui a mandaté Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre congolais, ancien secrétaire général de l'OUA, pour aller justement contribuer, faciliter, n'est-ce pas, les échanges entre l'opposition et le parti au pouvoir. Bien évidemment, il sera accompagné dans cette mission-là par les membres de l'ONU, un représentant de l'ONU, un représentant de l'Union africaine, de l'Union européenne, mais aussi d'une organisation comme la SADC, des organisations sous-régionales. La mission est assez périleuse
Parce qu'actuellement, le camp Kabila aussi se prépare. Vous avez dit leur dernier Vous mot, avez hein. vu la démonstration de force lors de la récente marche samedi dernier Oui. à Kinshasa. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le président Kabila est du côté de Lumumbashi, le fief, n'est-ce pas, de Moïse Katumbi. Et dans ces conditions-là, on a deux forces et deux blocs qui s'opposent, à la différence de ce que le bloc Kabila a la machine du pouvoir entre ses mains. Et Kabila, vous l'avez entendu de la bouche de son secrétaire général lors de la marche de samedi, le secrétaire général du parti au pouvoir, il a une possibilité d'aller vers un référendum Oui. qui pourrait lui permettre de contourner le blocage de la Constitution à l'état actuel qui ne lui permet pas de postuler pour un nouveau mandat. Et dans cette dynamique-là, on voit le reflet de tout le processus qui s'est passé de l'autre côté du fleuve du Congo lorsque le président Sassou Nguesso, dans des mêmes conditions, avait avec son dialogue, avait avec son référendum réussi à contourner les blocages et finalement à se maintenir au pouvoir. Après 2 mandats constitutionnels, Joseph Kabila n'est pas prêt à passer la main. Sur ce plateau, nous recevons Junior Osen. Bonjour. Bonjour Monique. Bienvenue. Bonjour, Christian. Ouais. Bien dormi. Ouais, très D'accord. Vous êtes sur ce plateau et nous allons commencer votre tranche d'antenne ou alors votre rubrique par l'Euro 2016 avec l'implication de François Hollande. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue cybernétique sur Canal 2 Info. C'est d'ailleurs un plaisir. Alors, on débute avec le site lemonde.fr qui, ce matin, s'intéresse à l'Euro 2016. Il revient sur la réponse de François Hollande à Zlatan Ibrahimovic. Pour le site, c'est une timide contre-attaque du président François Hollande contre Zlatan Ibrahimovic. On poursuit donc avec Euronews.com. Euronews nous parle de la politique européenne en titrant l'engagement du V4 contre le Brexit. Euronews souligne les propos du Premier ministre tchèque. Je cite, « Ce serait une grande perte pour les Royaumes-Unis. Leur départ affaiblirait toute l'Union européenne », poursuit le site ce matin. Africain.info, le site africain.info évoque le sujet de l'Érythrée où se multiplient viols, castrations et noyades. Donc l'ONU dénonce ici l'enfer du régime d'Issas Afewerki. Selon le site, ceci ressort d'un rapport d'enquête de l'ONU publié hier mercredi, un rapport accablant indiquant que les crimes contre l'humanité ont été commis dans le pays au cours des 25 dernières années. Afrique.com, oui, Afrique.com, toujours sur les attaques. Le Maroc renforce la sécurité aux frontières du pays en prélude au Ramadan. Selon le site, c'est en prévision de l'arrivée de millions de personnes lors de l'opération Transit des Marocains du monde. On va donc conclure avec RFI.fr qui s'intéresse à l'économie africaine. Il se rend du côté de la Zambie où les Zambiquais apparaissent comme des vélos en bambou pour le marché mondial. Le site souligne que c'est en Zambie que l'on trouve la première usine africaine de vélos en bambou. D'accord, fin de cette revue de presse cybernétique. On continue avec vous, avec les grands titres de la presse locale. En tout cas, avant de boucler avec les grands titres de la presse locale, j'aimerais quand même revenir sur l'euro. D'ailleurs, un sujet qui a Nous sommes en Zouzi, moins 24 heures. Voilà. Donc alors, il faut rappeler que le porte-parole Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement en France, a donc répondu à la prise de décision, a donc répondu aux propos de Zlatan Ibrahimovic. Parce qu'on se rappelle quelque temps, toujours dans le journal, le site lemonde.fr, Zlatan Ibrahimovic, à travers une interview, a fait savoir qu'il est plus populaire que François Hollande et que, bien évidemment, si François Hollande veut bien, il peut rendre François Hollande populaire. Alors, le porte-parole a donc répondu en disant que le chef de l'État n'a pas besoin, n'est-ce pas, des services de Zlatan Ibrahimovic. En tout cas, que le président de la République, François Hollande, compte sur ses forces, ses réussites, ses actions pour pouvoir être populaire en France. Donc, vraiment, vraiment, même si aujourd'hui, le monde trouve que c'est une contre-attaque très timide, on croit fermement, en lisant l'article quelque part, la France est quand même engagée derrière le président François Hollande pour le maintenir au sommet. D'accord. Sans transition, les grands titres du journal. Exactement. Avec Le Jour ce matin, corruption, détournement, malgouvernance. Pourquoi le Parlement refuse
d'enquêter. Une interrogation qui sans doute, et on trouvera des réponses à l'intérieur de ce journal. Quant à la nouvelle expression qui nous parle encore de la grippe aviaire, le virus à l'origine des maladies mortelles. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le virus de sous-type H5N1 qui touche la volaille peut provoquer des cas de maladie et de décès chez l'homme. Évocation, c'est à retrouver dans le journal ce matin. Avec le Popoli, pillage des forêts au Cameroun. Greenpeace étale le jeu trouble de l'État. Allez donc comprendre de quoi il s'agit exactement. C'est à lire donc dans le Popoli ce matin. Et oui, Monique, on tombe avec repère l'information d'abord. RDPC, veille de congrès sous tension. Il faut donc comprendre pourquoi une telle sous-tension. Ça, c'est sûr. Avec le journal La Météo ce matin, coup bas, le punch manqué de Joseph Andensonli à la Sopecam, objectif inavoué du PCA débarqué en toute illégalité. Marie-Claire Nana, c'est à retrouver ce matin dans le journal. Le développement de tous ces titres, bien sûr, c'est dans la tranche consacrée à la revue de presse lorsqu'il sera 10h30 minutes. 10h30 minutes. D'accord. Merci beaucoup, Junior Hossein. Merci pour votre contribution à cette matinale de l'information sur Canal 2 Info. Eh bien, on va continuer notre balade à l'extérieur du Cameroun, précisément dans le pays de Pierre Nkurunziza au Burundi, où des jeunes lycéens sont inculpé pour outrage au chef de l'État. Patrick Christian, d'abord. Oui, c'est le moins ce que l'on puisse dire. Vous savez, depuis la crise pré- et post-électorale au Burundi, la tension est à son comble. On a vu la naissance d'une rébellion armée, des assassinats ciblés et beaucoup de répression. Forcément que de part et d'autre des partis qui s'opposent, il y a des exactions. Oui. Et ces lycéens dont vous faites allusion au nombre de 11 sont inculpés pour outrage au chef de l'État. En fait, ce qui leur est reproché, c'est d'avoir gribouillé dans leur manuel scolaire les effigies ou les photos du chef de l'État. Et ils sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Et dans ces conditions-là, c'est vrai que quelques 9 parmi ces jeunes âgés de moins de 17 ans ont été mis en liberté en attendant le procès, mais ils sont considérés comme étant des délinquants. D'accord. Et c'est une situation qui est décriée par les Nations Unies, mais une situation aussi qui met le Burundi dans une situation de pression par rapport aux engagements internationaux signés quant à la protection des droits de l'homme, mais aussi des droits des mineurs. Dans ces circonstances-là, il y a des mineurs et on se demande bien comment le processus va être géré. D'accord. On sait que le Burundi est en crise depuis les élections qui ont été fortement contestées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, on parle de l'inculpation des mineurs. Cela ne va-t-il pas contribuer davantage à fragiliser le pays, à renforcer la fracture sociale? Une chose est certaine, c'est que le pouvoir de Nkurunziza a tenu bon jusqu'ici, bon gré mal gré. Rébellion armée, assassinat ciblé, insécurité, pression de la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les Occidentaux. Mais le Burundi de Nkurunziza, me semble-t-il, tient sa barque. Oui. C'est bien dommage parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation de crise où des vies humaines sont comptées en termes de pertes quasiment chaque semaine. Et aujourd'hui, on franchit le cap de museler même la pensée. Et plus grave encore, on se rend compte que ça touche des jeunes, des adolescents. C'est vrai qu'on doit pouvoir rendre comptable à un certain âge les adolescents et les jeunes de leurs actes, mais le véritable problème qui se pose derrière cette crise n'est peut-être pas celle de savoir si le Burundi sera isolé. Il est déjà suffisamment, même si derrière il continue à avoir la coopération avec ceux qui le condamnent ouvertement, à ciel ouvert, au grand jour, mais qui dans la nuit continuent de faire des affaires avec lui, notamment les Occidentaux. Oui. Il va sans dire que le pouvoir de Nkurunziza est à la croisée des chemins. Il a réussi à sauver sa tête pendant les crises, il a réussi à se maintenir au pouvoir. Il faudrait bien qu'il ne tombe pas dans le piège de se faire totalement laminer et condamner parce qu'il aura poussé dans leur dernier retranchement les populations ou bien parce qu'il aura porté sérieusement atteinte aux droits basiques des populations innocentes que sont les jeunes. Les jeunes et
qui plus encore les mineurs. D'accord. Et dans ce contexte-là, c'est peut-être ce qu'on peut craindre de la situation actuelle au Burundi. Mais on va dire que tous les moyens de ce côté-là semblent être bons pour se maintenir au pouvoir. On a vu une commission de l'Union africaine se déployer du côté du Burundi, tout comme une commission de l'ONU qui est venue rencontrer Pierre Nkurunziza à l'effet de le convaincre à ouvrir un dialogue avec l'opposition. Où en est-on aujourd'hui? Vous voyez, au Burundi, ce qui est déplorable, c'est le consensus, l'absence du consensus sur les personnes devront participer à ce dialogue. Oui. Il y a eu des concertations. C'était d'abord le président de l'Ouganda, Museveni, qui était le médiateur dans cette crise-là. Oui. L'INCAD, l'organisation sous-régionale des pays des Grands Lacs, était présente. L'Union africaine avait son option. L'Union européenne avec la sienne, qui était radicale, avec pour ambition d'écarter totalement Nkurunziza du pouvoir, ce qui n'était pas totalement partagé par l'Union africaine. Et dans ce combat, il y avait le Rwanda voisin, accusé de tous les maux, d'entretenir dans les camps de réfugiés, voilà, les bases arrières qui viennent déstabiliser, d'où la formation même de la rébellion armée qui s'est déclarée. Mais en face aussi, on accuse la RDC de soutenir le pouvoir en place au Burundi. Dans cette tension-là, il me semble que les Africains ont pris la position de la palabre africaine et de la tempérance. Mais aujourd'hui, le président Nkurunziza et ses partisans ont totalement refuté le fait de voir les putschistes, en tout cas ceux qui ont manqué le putsch qui a failli le renverser, oui, prendre part à la table des négociations. Pour lui, il est clair qu'on ne négocie pas avec les putschistes. D'autres acteurs de la vie politique du Burundi, mais à ce jeu-là, la crispation est à son comble. Parce que pendant que le pouvoir demande d'écarter les anciens putschistes, ces putschistes-là, malheureusement, sont en bon nombre concernés par les actions politiques des opposants à Nkurunziza. Comment donc trouver le juste milieu? Le statu quo est bloqué à ce niveau. Le statu quo est bloqué sur ce plateau. C'est l'instant de Chronosport. Aimé Mokoko, il est déjà sur le plateau. Aimé, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de la 20e journée de la Ligue 1, le football précisément. Le Canon perd à Balmayo pendant qu'Unisport se fait corriger par le petit Pousset à Douala. C'était chaud entre New Star et Racing. Que retenir des matchs? C'était hier. Hier, justement, au stade de la réunification, pour commencer par Douala, il y avait justement beaucoup d'étincelles dans ce match entre la formation de New Star de Douala et celle de Racing de Bafoussam. C'était une rencontre très attendue, surtout qu'avant, un autre club de l'Ouest était là pour faire lever la température. C'est Bamboutos de Bouddha face aux Astres de Bépanda. On va justement voir en image l'ambiance hier. Là, en image, c'est New Star de Douala sur le match face à Racing de Bafoussam. Le Racing qui a dominé la rencontre dans l'ensemble, mais qui perd sur des petites erreurs et surtout l'arbitrage qui a été très critiqué hier au stade. Le seul but de la rencontre est celui de Grégoire Kama. Ça, c'est le but refusé du Racing de Bafoussam, le tout-puissant de l'Ouest et sa nouvelle armée cinglée dans les gradins. On voulait beaucoup à Mekwande Evariste, l'arbitre assistant numéro 1 qui, visiblement, sur cette action, aurait imaginé une faute. En tout cas, on aura le temps de revenir dessus dans Chronosport. On retiendra donc pendant que nous vivons les images de cette rencontre que Astre et Bamboutos ont fait 0 but partout. New Star Racing 1-0 en faveur de New Star. Lyon Sport Academy a donc partagé le point avec Dragon de Yaoundé, 0 but partout. Le Canon est tombé face à APGS pour le derby du centre, 0-2. L'Aigle a dominé Botafogo qui n'arrête pas de perdre. Et puis on rappelle que Edding Sport de la Ligue, qui est le petit Pousset, le nouveau de la Ligue 1, a dominé le Tamkoua. Unisport de Onkam est tombé donc 2-1. Lyon blessé a pu penser ses blessures devant Cosmos, 2-1. À retenir donc, c'est les rencontres de ce jour. Panthère et Union Sportive de Douala à Baganté, ce sera chaud à 15h30. Et puis, le champion actuel, UMS de Loum, sera face au champion en titre, Coton FC de Garoua à Loum. C'est une fin de 20e journée très chaude pour ce jour. C'est également très chaud du côté du basketball. Les Lions de la Balle Orange s'envolent pour un tournoi international. On parle du basket
3x3. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas la discipline, mais beaucoup la pratiquent. Pour ceux qui nous regardent à la maison, c'est le playground, c'est le bonbon, comme on dit, sur une moitié de terrain. Il y a 3 face à 3 joueurs. Oui, c'était d'abord une forme de loisir, mais véritable fédération sur le plan international. Le Cameroun, depuis l'année dernière, s'est donc affilié à cette fédération sous le couvert de la FECA Basket, mais c'est un comité national indépendant du basket 3x3 qui a donc son équipe qui est partie ce matin pour l'Europe, un tournoi international qui pourra voir le Cameroun, pourquoi pas, face aux plus grands pays, États-Unis, Belgique, France. Donc, bonne chance à nos Lions indomptables 3x3. On aura le détail et les profils de ces acteurs qui représenteront le Cameroun. Ils sont 4, 3 sur le terrain, un remplaçant avec Titi Belaïté, le président de ce comité national. Alors, parlons Nambudo à présent avec les dernières nouvelles avant les échéances internationales. Et là, sur le tatami, il faut descendre avec les Nambudoka. C'est l'équipe nationale qui est en train de préparer son stage. On sortait déjà d'un stage le week-end dernier parce que, oui, le championnat de la CEMAC, le tournoi CEMAC, est donc pointé à l'horizon. Ce sera au Tchad. Oui. Je rappelle que le Cameroun est champion d'Afrique sur la scène du Nambudo et même bientôt parmi les meilleurs pays du Nambudo au monde. Les Nambudoka, donc, aux côtés de leur président François Mbassi, président de la fédération de Nambudo Anima, justement, préparent ce tournoi de la CEMAC. C'est à partir du 25 juin. Les choses accélèrent, les stages se multiplient, les modules techniques sous la direction du Renchi Choua, donc le directeur technique national. Les choses avancent et puis bientôt le Cameroun ira au mondial ou alors au mondiaux de Nambudo dans les prochaines semaines. D'accord, nous allons sortir avec un plat froid de Chronosport. On parle d'hommage à David Maïbi qui nous a quittés. Il entame sa dernière marche vers simplement sa demeure que nous lui réservons, nous, Terriens. David Maïbi n'est plus depuis le 15 mai dernier et tout à l'heure, ce sera donc la levée du corps de ce monument qui a été dans les Lions indomptables à l'époque, qui a aussi fait les beaux jours de Union Sportive de Douala, oui, mais surtout qui est très connu et qui a une autorité sur l'aspect administratif, président du SINAFOC, l'homme qui a réussi à intégrer le Cameroun dans le programme de la FIFPro. Aujourd'hui, il part alors qu'il était encore parmi les vice-présidents de la FECA Foot. David Maïbi, en image, quelques palmarès en tant que joueur, en tant qu'administrateur. C'est quelqu'un qui a fait bouger les lignes, même s'il restait très controversé. C'est une levée du corps à l'hôpital de Bounandjo, l'hôpital militaire de Bounandjo, à partir de 11h. Canada Info, il sera. Et tout à l'heure, sur le plateau, on reviendra sur l'homme en personne dont la veillée sera ce soir. Et demain, le départ vers son village natal avant, n'est-ce pas, l'enterrement samedi. Alors, ne quittez pas, tout à l'heure à 10h, vous aurez le développement de toutes ces informations sportives sur Canal 2 Info. Nous poursuivons l'actualité internationale au delta de Niger. Le pays de Mouhamadou Bouhari est une fois de plus secoué par une nouvelle rébellion source d'insécurité. Oui, effectivement, on va dire que le delta du Niger est une nouvelle source de sueur froide, n'est-ce pas, pour le gouvernement du Nigeria. Avec cette nouvelle rébellion, les vengeurs du delta du Niger, qui s'attaquent aux oléoducs ou à quelques installations pétrolières, notamment Chevron. La compagnie américaine en a fait les frais ces quelques jours. Le gouvernement a tendu la main à cette rébellion qui a opposé une fin de non-recevoir jusqu'ici. Mais le problème central du delta du Niger, qui a souvent été l'objet des revendications et des luttes armées, réside dans l'envie ou à la demande de ces milices, de ces rebelles, de ces mouvements rebelles, cette demande de voir nationaliser, n'est-ce pas, les compagnies pétrolières qui exercent dans le delta du Niger. Il faut rappeler aussi que le delta du Niger est victime de beaucoup de pollution liée à ces extractions. Et justement, certains autochtones estiment que non seulement ils ne bénéficient pas suffisamment de la richesse qui est la leur, mais ensuite, ils sont victimes des pollutions de ceux qui exploitent ces richesses pour s'en aller. Bien évidemment, il y a de l'évolution de la part du gouvernement du Nigeria. La situation qui prévalait dans les années 76 n'est plus la même aujourd'hui, oui, mais il n'en demeure pas moins que le delta du Niger a toujours été comme une espèce de poudrière pour le Nigeria. Et c'est une situation qui inquiète davantage parce que, à l'allure où vont les choses, d'autres mouvements, groupuscules rebelles, n'est-ce pas, avancent.
Et on peut craindre que ce soit un nouveau foyer d'insécurité alors que le Nigeria a déjà fort à faire avec Boko Haram. Et c'est surtout ce qui est à craindre, n'est-ce pas, dans la gestion de cette autre crise. D'accord. Il y aura bien d'autres développements à faire dans nos toutes prochaines éditions spécialisées. Mesdames, Messieurs, nous mettons un terme à cette autre édition de la matinale sur Canal 2 Info, dont de toute l'équipe de production, les chroniqueurs. Je vous réitère nos amitiés. Merci de rester sur nos antennes. C'est 24 heures sur 24.